Bienvenue à tous. Juste avant cette vidéo, j'en ai publié une où je parle du narcissisme collectif en prenant l'exemple d'un lycée où j'ai travaillé pendant 7 ans dans ma jeunesse. Cette fois-ci, je vais tâcher d'expliquer ce phénomène grâce au témoignage d'un ami qui a fait des observations tout à fait similaires dans un groupe totalement différent. Dans une vidéo plus ancienne encore, j'avais traité le sujet des comportements narcissiques et manipulateurs dans les groupes en dérive sectaire dirigés par un leader pervers assisté de porte-flingues parfaitement dévoués à la cause du gourou. Le phénomène du narcissisme collectif est différent et rarement décrit. Pas de gourou qui prétendrait être détenteur de la vérité, pas de chef tyrannique qui imposerait sa propre loi, c'est le groupe qui adopte les caractéristiques d'une personnalité narcissique, alors même que les individus qui composent ce groupe, y compris les cadres, ne semblent pas présenter de TPN, TPN pour trouble de la personnalité narcissique, reconnu comme tel par la psychiatrie. Rappelons tout d'abord ce que c'est que le narcissisme d'une façon générale, en tout cas tel qu'il est défini pour les individus. Alors le narcissisme n'est pas forcément lié au trouble narcissique. Il est tout à fait sain et normal d'être jusqu'à un certain point soucieux de l'image que nous renvoyons et de notre place dans le groupe. Il est également sain et normal de désirer être reconnu dans notre créativité. Cela fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain, selon ce que nous disent de nombreux auteurs, parmi lesquels, pour les plus connus, Abraham Maslow, Carl Rogers et même Jean-Paul Sartre. Alors, je précise que, comme dans toutes mes vidéos, il y a un script, un texte qui est disponible sous forme d'un lien Drive qui mène à un PDF. Et ce lien Drive, vous pouvez le trouver dans la description de la vidéo sur YouTube. Ce script dit la même chose que le document audio, mais vous trouverez en note marginale un certain nombre d'explications et surtout de références d'auteurs ou des références de textes auxquels vous pouvez avoir recours pour connaître mes sources. Pour alléger le document audio, je ne les dis pas oralement. Alors donc disais-je, c'est ce narcissisme légitime, ce besoin fondamental d'être reconnu et de renvoyer une bonne image qui nous pousse à prendre soin de nous lorsque nous sortons, plus que lorsque nous sommes confinés tout seuls des jours durant, par exemple. C'est ce qui va pousser la plupart des femmes à une certaine coquetterie, la plupart des hommes à prendre soin, par exemple, de leur barbe, d'une façon ou d'une autre. Ce souci narcissique et légitime peut être blessé par une éducation humiliante, accentuée par des compagnies toxiques et par des complexes sociaux. Au-delà de ces limites, le narcissisme peut devenir problématique. Le trouble de la personnalité narcissique reste un sujet délicat, souvent brouillé par l'usage médiatique du terme pervers narcissique, les fameux. On peut pourtant reconnaître 4 traits fondamentaux que l'on retrouve également dans les groupes qui adoptent un fonctionnement narcissique. Donc là, je vais maintenant aborder cette question des 4 traits fondamentaux des personnalités narcissiques, et là-dessus, je serai un peu redondant pour les personnes qui ont vu ma précédente vidéo redondance qui vont durer quelques dizaines de secondes. Donc tout d'abord, une personnalité narcissique se considère comme la source de son propre droit. Le simple fait d'agir lui prouve qu'elle a légitimité à le faire. J'ai droit parce que je le fais, et non pas l'inverse, je le fais parce que j'ai droit. Deuxièmement, une personnalité narcissique pense avoir raison par principe. Le fait d'affirmer quelque chose suffit d'établir la vérité. Reconnaître une erreur représente, pour une personnalité narcissique problématique, une épreuve presque insurmontable. Troisièmement, une personnalité narcissique n'éprouve pas d'empathie. La souffrance d'autrui ne l'affecte pas. Pour autant, elle est rarement perverse. La plupart des personnalités ayant un trouble narcissique
ne cherchent pas la douleur de l'autre. Elles s'en désintéressent complètement et ces personnes ne vous nuisent que si ça sert leur intérêt tel qu'elles le perçoivent, mais pas par plaisir sadique. Ceux qui vous nuisent par plaisir sadique, là, ce sont effectivement les pervers narcissiques. Et quatrièmement, une personnalité narcissique nourrit un rapport particulier à son image, d'où la référence au narcisse de la mythologie. Certaines personnes réussissent à construire une figure brillante et deviennent ce que l'on appelle des narcissiques grandioses. D'autres, la plupart, restent fixées sur un idéal d'elles-mêmes qu'elles n'ont jamais atteint. Elles attribuent alors aux autres la responsabilité de cet échec. Elles se vivent comme empêchées d'être la personne exceptionnelle qu'elles imaginent être au fond d'elles-mêmes. Et elles développent une personnalité narcissique dite vulnérable, que j'appelle volontiers pour ma part les personnalités narcissiques victimaires, puisqu'elles sont victimes, et c'est qu'en étant des victimes qu'elles expliquent pourquoi elles ne sont pas grandioses. Donc pour résumer ces 4 points, nous pouvons dire que Narcisse est son propre référent. Il fonde sur lui-même le droit, la vérité, le bien supérieur et la réalité de sa propre personne. Les groupes narcissiques reproduisent cette structure à l'échelle collective. Je constate que le narcissisme collectif possède une 5e caractéristique qui n'est pas celle de toutes les personnalités TPN, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est il est, lui, forcément grandiose. Pour un groupe, c'est plus facile d'être grandiose, et c'est comme ça que le narcissisme d'un groupe se construit, en apparaissant comme un sauveur magnifique, sinon personne n'y adhérerait. Y a-t-il des groupes narcissiques victimaires? Probablement, mais je n'en ai pas observé jusqu'à présent et je me demande comment ça pourrait fonctionner. C'est-à-dire qu'un groupe qui dirait... un groupe qui dirait finalement nous avons tous les droits parce que nous sommes des victimes. Mais c'est certainement plus difficile à observer quant au comportement narcissique qui serait le résultat de cette posture. Les 2 groupes dont je vous parle dans cette vidéo et dans la précédente ne cherchent pas à détruire les gens. Les gêneurs sont poussés dehors, pas détruits. Il me semble que les groupes où les gens sont broyés agissent de la sorte du fait de la perversité de gourous et de ses sbires. Pour résumer, le lycée Saint-Rita et l'Institut Imhotep me semblent fonctionner selon les caractéristiques des personnalités narcissiques grandioses et non perverses. Alors, encore une fois, vous avez en note marginale dans le PDF les références d'auteurs qui se sont exprimés sur ces distinctions. Donc abordons maintenant l'Institut Imhotep, narcissisme collectif et développement personnel. J'ai récemment recueilli le témoignage d'un homme, appelons-le Philippe, qui a vécu une expérience très révélatrice dans un groupe fonctionnant sur le mode du narcissisme collectif. Nous nommerons ce groupe l'Institut Imhotep. Il s'agit d'une association consacrée à l'écologie, aux soins alternatifs et surtout qui forme ses membres aux techniques de développement personnel et de communication. J'en parle indépendamment de ce que je pense de ces choses, communication non violente, accord Toltec, analyse transactionnelle et même neurosciences. Une aide est apportée aux parents dont les enfants ont des difficultés scolaires et cognitives. À l'Institut Imhotep, le discours a souvent des accents New Age, concept complexe que je ne développerai pas ici. Les milieux du développement personnel, des thérapies alternatives et des spiritualités nouvelles sont parfois propices à des dérives, souvent même, hiérarchie implicite, cercles intérieurs, initiation informelle et une structure de pouvoir très douce en apparence mais bien réelle. L'Institut Imhotep en offre une illustration précise. Braquons à présent notre projecteur sur le chef de ce groupe, un président charmant et très sensible au prestige. Le président de l'association de l'Institut Imhotep, que j'appellerai Benoît, est un homme affable, chaleureux, cultivé en apparence et manifestement très sensible à la reconnaissance. Lorsque Philippe rejoint le groupe, Benoît, le président, est immédiatement séduit par Philippe. Le nouveau venu est cultivé, éloquent, compétent dans les domaines mêmes que l'Institut prétend explorer. En effet, Philippe a longtemps travaillé dans le coaching et connaît parfaitement les codes du développement personnel. Philippe apprécie beaucoup Benoît et il dit « Qui veut l'entendre ? Vous avez de la chance d'avoir un si bon président. »
Le président est donc flatté, et ça se voit, il s'affiche volontiers avec Philippe à la fin des rencontres collectives, hein, des conférences notamment. Il répète partout qu'ils sont amis, il cherche la conversation avec lui. Alors c'est toujours rapide, mais quand même, Benoît fait en sorte qu'on le voit discuter avec Philippe. Il aime être vu en train d'échanger avec l'un des autres services. Benoît manifeste à Philippe de la confiance et un désir, affiché en tout cas, de collaboration, notamment dans le domaine de l'analyse transactionnelle. Benoît remarque rapidement deux caractéristiques de l'Institut Imhotep, c'est d'être une association à la fois hyperactive et très fermée. Chaque week-end, à des heures variables, a lieu une conférence, généralement donnée par Benoît, formée par les divers domaines dans les divers domaines de prédilection de l'Institut. Donc bizarrement, il n'y a jamais aucune personne présente qui soit extérieure à l'Institut. Il y a uniquement les membres de l'association et les habitués. Aucune publicité n'est faite quant aux activités de l'Institut, qui n'est pas du tout indiquée par la signalétique de rue et qui est introuvable sur les réseaux sociaux ou l'annuaire en ligne. La plupart des gens viennent toutes les semaines, même de loin, et la plupart des gens sont des habitués de l'Institut depuis des années, voire des décennies. Les nouvelles têtes sont extrêmement rares. Il est aussi organisé des repas partagés après les conférences. Chaque famille amène son repas et le partage avec ses voisins de table. Philippe a fait plusieurs fois la tentative de participer à ces repas partagés, mais a dû y renoncer, personne ne lui adressant la parole. Idem lors des conférences, les gens se saluent avant, après, très aimablement, en arrivant et en entendant le repas, le laissant généralement sur la touche. Il y a toujours à l'Institut un livre en cours de lecture qui fait l'objet d'une étude que l'on appelle donc les ateliers. En fait, un atelier, c'est un exposé à une seule voix. Si l'orateur propose de poser des questions, personne n'en pose. Tout comme lors des conférences, Philippe arrive, écoute et repart, parfois sans que qui que ce soit lui-même dit bonjour ou au revoir. Il existe enfin des groupes de parole, qui, eux, à la différence des conférences, ne sont pas ouverts à tous. L'un de ces groupes est mixte, deux autres non mixtes, selon les principes de Guy Corneau. Philippe aurait bien voulu participer, là au moins on doit pouvoir s'exprimer. Ce sont censés être des groupes de parole. Maurice, un homme d'un certain âge, célibataire comme Philippe, d'une dévotion sans faille à l'égard de l'Institut, lui explique qu'il n'a lui-même été accepté dans le groupe d'hommes et dans le groupe mixte que 4 bonnes années après son arrivée. Il explique même à Philippe qu'il n'est pas présent, donc lui-même que Philippe n'est pas présent depuis suffisamment longtemps à l'Institut pour participer à une journée de jardinage autour de la jolie maison qui sert de siège à l'Institut Imhotep. L'usage à l'Institut est aussi de développer l'amitié entre ses membres au point que chaque mois, un week-end est dédié aux invitations. Pas de conférences ni d'ateliers, on s'invite pour un déjeuner ou un dîner. Mais Philippe, lui, n'est jamais invité à l'exception de Maurice. C'est l'amitié de Maurice qui convainc Philippe de rester dans le groupe. Philippe invite quant à lui plusieurs familles qui manifestent beaucoup d'enthousiasme quant à son hospitalité généreuse et à ses talents culinaires, mais qui se gardent bien de lui rendre l'appareil. Abordons à présent 2 concepts contradictoires relatifs à l'accueil dans les groupes problématiques, le bombardement affectif et ce que j'appelle l'accueil bénédictin. Les sociologues appellent bombardement affectif ou love bombing, puisqu'il faut bien que ce soit en anglais, la pratique manipulatoire qui consiste dans de nombreux groupes problématiques à démontrer aux nouveaux venus des attentions et une gentillesse excessive dans le but de les piéger et de les garder. C'est là un cliché concernant les sectes, mais les choses ne se passent pas toujours ainsi. Parfois c'est l'inverse, l'accueil est glacial pour filtrer. Philippe se souvient avoir un jour demandé à Benoît pourquoi il est impossible de trouver l'Institut sur les réseaux sociaux et pourquoi il n'y a aucun signe distinctif devant la maison. Réponse de Benoît: nous ne voulons pas voir régulièrement de nouvelles têtes qui restent quelques semaines puis qui se perdent dans la nature. En d'autres termes, là c'est moi qui reformule, nous ne voulons entre nos 4 murs que des personnes qui sont totalement partie prenante de ce que nous faisons et de ce que nous sommes,
Et si on veut être encore plus clair, nous ne voulons pas de contradiction en interne, pas de couac. Et cette stratégie est très ancienne. La règle de Saint Benoît, au VIe siècle, donc ça fait quand même 1500 ans, demande aux moines d'accueillir froidement les postulants pour que ceux qui sont motivés principalement par la vie collective partent, et pour ne garder que les moinillons qui aspirent uniquement à la vie contemplative et qui acceptent sans sourciller la règle et sa rudesse. Selon la règle de Saint Benoît, la mise à l'épreuve dure 1 an avant l'intégration définitive du nouveau moine, à savoir que dans les monastères bénédictins et plus généralement les monastères catholiques actuellement, c'est beaucoup plus long. Mais dans la règle de Saint Benoît, il y a 1 an de mise à l'épreuve. À l'Institut Imhotep, on est admis dans les cercles d'initiés au bout de 4 ou 5 ans, et dans tous les groupes où règne le narcissisme collectif, les gêneurs subissent la stratégie bénédictine du mauvais traitement jusqu'à leur départ. Un autre phénomène que l'on remarque dans les groupes narcissiques et que Philippe remarque à l'Institut Imhotep, c'est le fonctionnement initiatique. Une partie des gens constitue un cercle intérieur, ceux qui, après avoir prouvé leur loyauté des années durant, sont admis au groupe de parole, ceux que l'on invite et que l'on met à l'aise lors des repas, et dont on accepte l'huile de coude lors des journées de jardinage et de bricolage. Les autres viennent volontiers en conférence, sans plus. Il existe aussi des groupes concentriques sur WhatsApp. Philippe n'est inscrit que dans celui où tout le monde est inscrit, qui ratisse large, le tout venant. L'intégration aux activités sélectives comme marqueur d'appartenance au cercle intérieur, c'est une autre version de la clé de la porte de derrière et aux privilèges qui s'y rattachaient au lycée Saint-Rita, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Il y a toujours ça dans un groupe narcissique. Il y a encore une fois des marqueurs d'appartenance au cercle intérieur. Philippe, naturellement, aimerait participer à ces moments. Benoît lui donne d'abord un accord de principe, donc Benoît, je le rappelle, c'est le président. Oui, ce serait très bien, mais il faut que je demande aux autres participants. Et ça traîne des mois. Philippe confie à Maurice qu'il passe par un épisode de grosse déprime et se plaint de la lenteur de la décision le concernant, qui ne l'arrange pas son état. Et dès que Philippe annonce à Maurice qu'il est dans un état de déprime, de quasi-dépression, alors Maurice, du jour au lendemain, cesse de le fréquenter et même de le saluer. Ça aussi, bien sûr, ça alerte Philippe, sachant que Maurice, c'est quand même quelqu'un de particulièrement, je dirais entre guillemets, orthodoxe dans le groupe. Donc Philippe pense rapidement que ça reflète un état d'esprit à l'Institut Imhotep. Donc le rejet d'une personne qui déprime, qui passe par une phase de dépression. Et puis, le masque tombe. Lors d'une conversation en tête-à-tête entre Benoît, le président, et Philippe, le nouveau venu, après une conférence, tombe le verdict, candidature rejetée. Donc Philippe n'est pas admis dans les groupes de parole, mixtes et d'hommes. Philippe s'étonne et Benoît revient complètement sur sa position personnelle initiale, qui était de l'accepter plutôt a priori. Ah oui, je suis d'accord, mais on va demander. Et puis finalement, donc là, une fois que le groupe a refusé l'entrée de Philippe dans les groupes, eh bien, Benoît s'échine à justifier la décision du cercle intérieur. Le refus se transforme en évaluation morale. L'amitié supposée glisse brusquement vers une forme de procès. Philippe se retrouve littéralement face à un tribunal thérapeutique. Il se retrouve jugé non pour un acte, mais pour sa personne. Benoît fait tomber sur Philippe une avalanche de reproches qui sont autant de chefs d'accusation. Tu n'acceptes pas la décision des autres, tu aimes t'imposer. Ça va être dur de pardonner, hein ? Je pense qu'il y a des gens qui écoutent cette vidéo à qui ça évoque des choses. Parce que c'est très fréquent, ce genre de discours. Donc la liste complète de la disqualification psychologisante. Le refus devient un diagnostic, une évaluation de la maturité émotionnelle de Philippe. L'objectif est clair, mais le problème, ce n'est pas le groupe qui te rejette, mais le problème, c'est toi,
parce que tu es immature, parce que tu vas avoir du mal à pardonner, parce que tu n'acceptes pas la décision des autres, etc. Puis vient une autre stratégie, mais dans la même conversation, hein. Vient une autre stratégie manipulatoire très courante, l'inversion accusatoire. On te rejette arbitrairement, mais c'est toi qui es en faute. Pourquoi est-ce que tu ne t'intéresses pas aux autres? Alors que, en réalité, c'est les autres qui ne s'intéressent pas à lui. Notamment, voilà, les invitations lancées par Philippe qui ne sont jamais payées de retour, par exemple. S'ensuit une avalanche de reproches sur des choses qui se seraient passées depuis 1 an que Philippe fréquente l'Institut. Tu as parlé un peu durement à Raymond le mois dernier en sortant de ma conférence. Tu lui as demandé pardon? Et puis, tu as des positions bizarres sur tel ou tel sujet. Position bizarre de Philippe qui jusqu'à présent n'avait posé aucun problème à Benoît. Le discours psychologisant devient une arme, le diagnostic remplace l'examen honnête, la disqualification sert de clôture au sens monastique du terme. D'enfermement. Philippe a aussi droit à la triangulation, c'est-à-dire l'appel à un tiers, même absent, pour disqualifier la victime. Tu as eu des problèmes ailleurs, n'est-ce pas ? Dans d'autres groupes analogues que tu as fréquentés et que tu as quittés au profit de l'Institut Imhotep. Il y a ici un sous-entendu menaçant. Ce groupe où tu as eu des problèmes, si nécessaire, on ira lui demander son avis sur qui tu es. La triangulation, c'est par exemple la vanne à laquelle ont droit les divorcés. Pas étonnant que ton ex t'ait quitté. Autrement dit, si tu as connu une rupture de couple, c'est que tu es insupportable. Une tierce personne pourrait en témoigner, ton ex. C'est parfois dit lors d'une dispute de couple. Ah bah de toute façon, pas étonnant qu'elle soit partie, Josiane, etc. Parfois sous prétexte de plaisanterie de la part de n'importe qui, un pote, entre guillemets. Quoi qu'il en soit, toute immixtion dans l'intimité, c'est toxique et c'est inacceptable. Une vanne, c'est toujours manipulatoire. Une vanne, c'est toujours motivé par un désir d'humiliation et de domination et de contrôle. Même s'il y a une part d'inconscient. Il existe aussi une forme de discrédit par la psychologie de comptoir. Donc c'est ce que nous venons de voir, que nous allons développer. Donc la diatribe de Benoît se poursuit. Dans ces groupes où ça s'est mal passé, tu as souffert et ce nouveau rejet te blesse. Le sous-entendu est que tu es affaibli, donc pas fiable. De surcroît, Philippe commet l'erreur d'annoncer à Benoît qu'il se trouve depuis plusieurs mois dans un état dépressif. Et c'est là que ça devient une forme de psychiatrisation, en fait. Philippe envisage de prendre des médicaments, il le dit à Benoît, et il dit aussi qu'une thérapie verbale lui ferait le plus grand bien, et il pensait que Benoît remettrait en question la décision du groupe. Il a besoin d'être écouté, on va l'accepter, au moins dans le groupe de mecs, quoi. Peine perdue. Le chef n'a pas ce pouvoir. La seule réaction de Benoît est de dire à Philippe « Tu peux nous en parler à nous ?» Et Philippe n'obtient aucune explication sur ce nous. Il demande « Mais qui ça, nous ?» Et Benoît ne répond pas. « Tu peux nous parler de tes problèmes à nous ? Qui, nous ?» Pas de réponse de la part de Benoît. Quoi qu'il en soit, il n'est toujours pas admis dans le groupe de parole. Et puis finalement, il n'y a plus aucune discussion avec Benoît, aucune proposition de soutien de sa part dans les jours et même les mois qui ont suivi. Et rappelons que quelques jours auparavant, Philippe avait parlé de sa déprime à Maurice qui, dès lors, avait cessé de donner signe de vie. Donc finalement, le rejet des dépressifs, c'est un trait marquant, c'est structurel à l'Institut Imhotep. L'Institut Imhotep pratique notamment l'analyse transactionnelle, que je connais bien pour être formé dans ce domaine moi-même. Alors formé vite fait, mais formé quand même. Et en fait, normalement, quelqu'un qui fait partie d'un groupe où on pratique l'analyse transactionnelle et tout le reste devrait trouver une possibilité de thérapie verbale dans le groupe, et c'est précisément ce qu'on lui refuse. Et là, au contraire, quand il dit qu'il est en période de dépression, il est diabolisé. C'est quand même un énorme paradoxe.
Donc le véritable objectif du groupe, dans un groupe toxique, un groupe narcissique, eh bien c'est le groupe. L'objectif n'est pas extérieur au groupe. Plus tard, Philippe annonce qu'il ne viendra plus pendant quelque temps aux conférences parce qu'il a attrapé le Covid et il est très affaibli. Aucune réaction, aucune proposition d'aide de la part de qui que ce soit. Donc je rappelle encore une fois que l'Institut Imhotep se consacre à la pratique des soins alternatifs, de l'entraide, à l'entraide et à la communication interpersonnelle. Le bien-être des gens n'est pas le véritable objectif du groupe, contrairement à ses statuts et à sa raison sociale. Le but du groupe, c'est le groupe, rien d'autre. Tout comme une personne présentant un trouble de la personnalité narcissique a sa propre personne comme unique centre d'intérêt, ses passions affichées et les gens qui l'affirment aimer n'étant là que pour le valoriser. Il s'agit d'un milieu en totale contradiction avec ses propres valeurs. Ceci nous renvoie à un concept qui mériterait d'être développé, c'est le narcissisme pseudo-altruiste. C'est une autre histoire. Je me suis déjà exprimé sur certains groupes, à propos de certains groupes en contradiction avec leurs propres principes, dans 2 vidéos posant la question d'éventuelles dérives autoritaires en milieu néo-évangélique et chez les témoins de Jéhovah. J'insiste ici une nouvelle fois sur le fait que dans une perspective chrétienne, il est intéressant de constater que le Nouveau Testament rejette totalement l'idée d'une Église toute-puissante et d'un clergé dont l'autorité serait indiscutable. Alors, et Jésus et l'apôtre Paul notamment ont tenu des propos diamétralement opposés au totalitarisme dans l'Église, ce qui fait l'objet de la note marginale 8 dans le PDF. Si vous voulez en savoir plus, donc. Un groupe narcissique est monomaniaque. Une personne présentant un trouble de la personnalité narcissique n'accepte de parler, d'entendre parler que du sujet ou des 2 sujets ou tout au plus qu'elle a appris à maîtriser parfaitement, sinon elle cesse de monopoliser la conversation et de briller. Insister pour parler d'autre chose et la personne narcissique, la personnalité narcissique deviendra méprisante, voire agressive. De même, n'essayez pas de raconter votre week-end de pêche à la mouche lors d'un repas organisé par une association narcissique consacrée à la marche afghane, puisque la pêche à la mouche ne met pas en valeur les dadas du groupe en question. Une autre caractéristique des groupes narcissiques, c'est que j'ai remarqué et que Philippe confirme en ce qui concerne l'Institut Imhotep, c'est que l'on met dans ces groupes en avant les gens beaux physiquement, c'est frappant. Les gens que l'on charge de la communication extérieure quand elle existe et de l'animation des activités en interne, donc les orateurs notamment, correspondent généralement aux critères de beauté en vogue en temps et en lieu. Cela correspond à des études qui démontrent un phénomène analogue en entreprise, note marginale. Et il y a souvent même un dress code. Enfin, on voit que souvent il y a effectivement pas une sorte d'uniforme, mais une espèce de mode vestimentaire que l'on retrouve chez les gens du groupe. Alors, il y a aussi un autre point à aborder, c'est quand Narcisse se prend pour le bon Dieu. Alors le week-end après la conversation pénible entre Philippe et Benoît, donc la conférence hebdomadaire au bon soin de Benoît porte sur la victimisation. Donc c'est-à-dire que d'abord il y a cette conversation pénible où Benoît explique à Philippe non, tu viendras pas au groupe de parole ni homme ni mixte. Et puis voilà, je te psychologise, je te psychiatrise, etc. Le week-end qui suit, il tient donc une conférence sur le thème de la victimisation. Donc, en quelques secondes, Philippe a compris que c'était pour lui. Donc, dans le discours de Benoît, il ne faut pas se poser en victime. Alors ça aussi, c'est très très accord Toltec et communication non violente. Pourquoi tu le prends pour toi, etc. Donc ne pas prendre pour soi les signes d'hostilité, une thématique typique, comme je viens de le dire, de ce genre de groupe.
thématique qui mérite une bonne analyse critique, à mon humble avis. Donc, de toute façon, je suis très critique et des accords Toltec surtout, mais aussi de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et donc, Philippe se sent visé par un certain nombre de propos. Donc, il les prend pour lui, n'en déplaise à ces écoles de pensée. Il s'entend dire que certains, parfois, viennent parmi nous et rapidement, ils se rebellent. Un groupe qui considère qu'exprimer un désaccord ou même qui invite à une réflexion critique sur une décision, c'est une rébellion, eh bien c'est un groupe en dérive autoritaire. En effet, une rébellion, c'est par définition un soulèvement contre une autorité légitime, typiquement contre l'État ou contre Dieu. Or, un groupe n'a pas à se substituer à l'État, ni encore moins à se prendre pour Dieu. Donc un groupe qui vous dit, si vous exprimez un désaccord, vous êtes en rébellion, c'est un groupe qui se prend pour un monarque absolu ou pour Dieu. Autre point que l'on retrouve très souvent, et même de façon presque systématique dans les groupes sectaires et les groupes en dérive narcissique, c'est, je dirais, l'exclusion jubilatoire. Le cercle intérieur trouve une forme de gratification narcissique dans l'exclusion. Le cercle décide qui entre, qui reste dehors, qui sort et qui est assez avancé, qui n'est pas prêt. Tu n'es pas prêt à accepter ce que je te dis ou à être accepté dans mon cercle. Donc ça, c'est une tirade typiquement narcissique. Je l'ai entendu ça il y a un certain temps par une personnalité narcissique qui voulait s'occuper de mes vidéos et tout refaire à sa façon, en fait, qui décidait de comment, en tout cas pour ce qui est un peu la façade. Cette personne voulait faire mes miniatures, elle voulait faire mes résumés sur YouTube. Et donc elle voulait faire les miniatures, je devais tout accepter sans demander de changement, tout accepter, même les fautes d'orthographe. Et quand j'ai décliné l'invitation, la proposition, cette personne m'a dit « tu n'es pas prêt ». Ça, c'est typiquement narcissique. Ça veut dire qu'il faut un certain niveau pour accepter ce que la personne propose ou en fait essaie d'imposer. Donc le groupe, encore une fois, où la personnalité narcissique considère, comme je viens de le dire, avoir atteint un certain niveau, je dirais, un certain niveau vibratoire, même si ce n'est pas dit comme ça, pour faire partie du sérail, un certain niveau initiatique. Et si quelqu'un manifeste un désaccord avec une personne ou un groupe narcissique, alors celle-ci évitera la douleur du rejet en disqualifiant le contradicteur. C'est ce que Jean La Fontaine décrit dans sa fable « Le renard et les raisins ». Elles sont trop vertes, dit-il, et bonnes pour les goujats. Donc Philippe remarque une jubilation à peine voilée chez certains initiés. L'exclusion dont il a été l'objet crée de la cohésion entre eux. C'est une dynamique classique du narcissisme collectif. Il y a aussi une certaine gratification narcissique à exercer un pouvoir sur un homme face à qui il ressent un certain complexe social. L'Institut Imhotep fonctionne de façon ésotérique, avec ses cercles concentriques et ses initiés qui ne sont pas censés avoir de problème. C'est à se demander de quoi on parle dans ces fameux cercles de parole. Le narcissisme pathologique nie les problèmes des autres, rien n'est grave, la souffrance de l'autre est systématiquement relativisée, la solution est en toi, le problème, c'est que tu as mal pris les choses, d'où très certainement le rejet des personnes qui sont dépressives, mais c'est aussi une interprétation tout à fait possible des accords Toltec. Si tu prends mal les choses, c'est en fait ta perception qui pose problème. Si tu souffres dans un conflit, c'est que tu es orgueilleux et que tu as du mal à pardonner. Donc ça, c'est dit par Olivier Clerc dans un livre qui s'appelle « Le don du pardon » et où il commente les accords Toltec. Et il a publié son livre avec l'accord de l'auteur des accords Toltec, donc Miguel Ruiz. Il lui dit les choses très très clairement comme je viens de vous les dire. Si tu souffres dans un conflit, c'est que tu es orgueilleux et que tu as du mal à pardonner. Ça, c'est complètement pervers, parce que c'est littéralement pervers. C'est prendre des choses à l'envers. Donc le problème, c'est pas que quelqu'un s'acharne sur toi, mais c'est que c'est toi qui es orgueilleux et qui a un problème avec le pardon.
un raisonnement qui est pervers. Un groupe narcissique attend que chacun de ses membres qu'il fusionne avec le groupe et cesse d'être qui il est, avec son caractère, ses talents, sa créativité, pour devenir simplement un rouage. Donc, pour en revenir à ce que je disais au début de cette vidéo, un groupe narcissique demande à ses membres de renoncer à certains de leurs besoins fondamentaux, notamment la reconnaissance et la créativité. Le fait de critiquer le groupe est en soi-même une faute. En face de vous, on ne cherche pas à comprendre le fond du problème. Si tu critiques, c'est toi le méchant, parce que tu critiques, indépendamment du problème que tu soulèves. Comme nous l'avions noté dans le cas du lycée Saint-Rita, le problème, ce n'est pas le problème en lui-même. Le problème, c'est lorsque quelqu'un dit qu'il y a un problème, déstabilisant ainsi le groupe dans son délire de perfection. Revenons sur la figure du chef, mais cette fois-ci de façon plus générale dans ce genre de groupe. Dans un groupe narcissique, le chef n'est que l'un des rouages. L'expérience de Philippe montre que contrairement à l'image classique du manipulateur autoritaire, le dirigeant d'un groupe narcissique n'a pas besoin d'être un tyran. Il suffit qu'il porte en lui un certain narcissisme doux, un besoin d'être admiré, écouté, entouré d'esprits valorisants. Et les chefs de ces groupes sont capables d'empathie, de remise en question et ne recherchent pas à nuire personnellement à la différence des personnes présentant un trouble narcissique, à titre personnel. Benoît, à l'Institut Imhotep, en est un exemple parfait, cultivé, chaleureux, bienveillant en apparence, mais dépendant de cette admiration silencieuse que lui adressait le cercle des initiés. Son narcissisme personnel n'est pas violent, il est feutré, affectif, presque spirituel. Pourtant, il suffit à structurer tout le groupe autour de lui. Le narcissisme individuel du chef, bien que léger et non pathologique, et le narcissisme collectif du groupe se renforcent mutuellement, chacun nourrissant l'autre. Parfois même, le chef officiel n'est qu'une victime du système. Alors je n'irai pas jusque-là en ce qui concerne Benoît à l'Institut Imhotep. Quand Philippe arrive à l'Institut Imhotep, Benoît s'en empare comme d'un ornement relationnel. Il ne l'intègre pas, il l'exhibe. Son amitié proclamée fonctionne moins comme une relation que comme une mise en scène. Puis arrive le rejet de Philippe par le cercle intérieur. Benoît voudrait déroger à la règle, voulant imposer aux nouveaux venus des années de parcours initiatique, mais il se voit contraint de retourner sa veste pour soutenir une décision qu'il déplore. Dès lors, Benoît est tiraillé entre son désir d'entretenir une amitié avec un vis-à-vis valorisant et sa position de chef d'un groupe autoritaire. Et donc, il importe pour lui de continuer d'être reconnu par le groupe des initiés, et c'est cette priorité qui l'emporte sur son désir d'amitié avec Philippe. Benoît semble très affecté par la prise de distance de Philippe, qui du coup prend la décision, lui, qui se vexe donc vis-à-vis de Benoît et qui prend ses distances. Et Benoît tente de renouer le lien avec Philippe, cherche à retrouver la dynamique valorisante des débuts, mais Philippe ne donne pas suite. Et Benoît souffre de ce vide, il ne comprend pas qu'un homme libre ne soit pas récupérable. Alors, Institut Imhotep, lycée Saint-Rita, deux mondes, une seule mécanique. L'histoire de Philippe montre que le narcissisme collectif peut surgir au cœur d'un groupe qui se veut bienveillant, libre, évolutif, spirituel. Un groupe qui parle d'ouverture mais vit d'exclusion. Un groupe qui parle d'écoute mais pathologise toute contestation. Et l'on découvre alors qu'un simple refus, celui de plier l'échine et de se conformer à un rituel, de flatter le chef, suffit à révéler toute la mécanique. L'Institut Imhotep est un exemple parmi d'autres, mais il dit quelque chose de profond. Les groupes humains, même les plus doux en apparence, peuvent devenir des machines à produire de l'exclusion narcissique. Ceux qui restent libres, simplement libres, deviennent impossibles à absorber. Le lycée Saint-Rita et l'Institut Imhotep n'ont à première vue rien en commun en tant qu'institution. Cependant, leur structure
lapsus révélateur. Leurs structures psychologiques sont identiques. Un chef nourri par le prestige des autres, un cercle intérieur jaloux de son statut, des rituels d'appartenance, la clé de la porte de derrière à Saint-Rita ou Sagle-Parole à Institut Imhotep, un culte de l'image collective, une intolérance aux esprits libres, une disqualification psychologique systématique et enfin l'exclusion jubilatoire des esprits forts. Deux façades différentes, une seule mécanique, le narcissisme collectif. Ces expériences éclairent une réalité très répandue. Certains groupes deviennent narcissiques même sans gourou ni manipulation consciente. Ce sont les groupes où l'image compte plus que la vérité, l'appartenance vaut plus que la justice et la conformité vaut plus que la sincérité. Comprendre ce phénomène, c'est déjà s'en libérer. Et parfois, c'est simplement reprendre sa liberté intérieure, comme Philippe l'a fait à l'Institut Imhotep et comme je l'ai fait un jour à Saint-Rita, dans la salle des profs au parquet qui craquait. Mais je vous renvoie à la vidéo précédente. En guise de conclusion et d'envoi optimiste, rappelons-nous que l'espoir se trouve dans l'individu quand il se prend en main en tant que tel. Il se dit couramment qu'une personne atteinte de troubles de la personnalité narcissique ne peut pas guérir. Alors moi j'ai du mal à entendre ça, parce qu'avec mon optimisme invétéré, mu par ma foi en Dieu, je suis conduit à croire qu'un être humain peut toujours changer grâce à une prise de conscience et par la grâce. En ce qui concerne un groupe narcissique, il me semble qu'il y a plus encore de raisons d'espérer un changement. Un groupe peut être mu par une étonnante énergie collective qui finit par prendre le dessus sur les individus lorsqu'ils agissent dans le contexte du groupe. Mais bien sûr, il n'y a dans un groupe ni personnalité, ni volonté propre. Puis le temps passe, les gens changent également. Hein. S'il n'y a pas de gens qui... Enfin, les gens finalement qui renouvellent dans un groupe comme l'Institut Imhotep, qui dure sur des dizaines d'années, où on élève des enfants, bien finalement, il y a un renouvellement biologique générationnel, tout simplement. Et peut-être qu'ensuite de ça, une nouvelle génération va changer les choses. Philippe, pour des raisons qui m'échappent, continue, au moment où je vous parle, de se rendre aux conférences de l'Institut Imhotep. Alors, je pense qu'il finira par faire partie du décor de ces gens que l'on désigne avec mépris et que l'on cite comme contre-exemple, ceux qui prennent mais qui ne donnent rien. Espérons qu'avec d'autres hommes et femmes libres, Philippe saura amener un certain nombre de personnes à se ressaisir et à faire passer leur empathie, leur désir de communiquer, leur générosité avant l'illusion du groupe parfait. Ainsi, l'Institut Imhotep deviendra ce qu'il prétend être, un lieu d'accueil, de bien-être et de reconstruction. À bientôt sur Foi Vivante Vidéo ou ailleurs.